avec elle, ils me l'auront, ce bac. C'est affreux, je ne suis pas d'accord sur le principe. Oh, écoutez, on les connaît, vos principes. Non, madame, comme disait Montaigne, j'ai mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Vous aviez dedans? Alors les enfants, ça va? Très bien, madame. La journée était bonne hier? Excellent. Agréable, hein? Bon, allez, un peu de sérieux maintenant. Je vais vous présenter votre nouveau professeur. Un nouveau professeur? Oui, pour vous préparer parfaitement à votre examen. Et elle est... Elle est super. Ah, bon, Super. Vous verrez. Allez, passez. Merci. Allez. Où elle est? Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle? Voilà. La machine à apprendre. Elle vient d'Amérique. Alors, qui va commencer? Premier de ces messieurs. Asseyez-vous. 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 Attention. Une phrase va défiler sur cet écran. Répétez-la. ONU, Organisation des Nations Unies, fondée en 1942. Attention. Répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter? Si. L'ONU a été fondée en 1942. En quelle année? En 1942. Répétez plus vite. L'ONU a été fondée en 1942. Répétez 42 plusieurs fois. 42. Attention, nouvelle question. Choisissez la bonne réponse. C'est New York. Réponse fausse. Bon, je vois que ça fait toujours rire, ça a près de 40 ans. Et à l'issue de cette vidéo, j'ai envie de vous demander, mais est-ce que vous seriez prêt finalement à apprendre avec des machines? Est-ce que vous pensez que ce vieux fantasme de la machine à apprendre qui date pas d'aujourd'hui, finalement peut être une réalité pour vous? On a toujours rêvé finalement de confier l'apprentissage à des machines, du moment qu'on a commencé à en créer. Et aujourd'hui, avec le numérique, ce fantasme revient. Je ne vais pas vous parler du machine learning, des big data et des algorithmes pour l'apprentissage. C'est en train de venir. Donc finalement, cette machine à apprendre de 40 ans, c'est pas juste pour rigoler. Et moi, je vais prendre un petit peu le contre-pied de ce rêve de la machine à apprendre, avec une expérience très concrète que j'ai expérimentée dans un cours d'économie numérique à Télécom Saint-Étienne. Moi, je fais des cours d'économie numérique, je ne suis pas un enseignant régulier, mais j'ai eu la chance, puisque justement je m'occupe de Learning Lab, de pouvoir expérimenter une forme de classe inversée. Et du coup, à travers cette expérience, je vais vous parler de l'influence du numérique sur les lieux d'apprentissage. Parce qu'en fait, il y a une vraie conséquence de l'intégration du numérique, dont on ne peut pas faire l'impasse, sur les lieux, les temps d'apprentissage. Voilà. Alors cette expérience, je l'ai appelée les controverses numériques, parce qu'en fait, on parle beaucoup de numérique, mais il n'y a pas vraiment de débat. On dit que c'est le progrès, ça déboule tous les jours, et moi je me suis dit, ça serait intéressant quand même que les élèves se posent des questions et un esprit critique. Moi je me suis dit, quoi de mieux que les faire débattre. Alors avant, je faisais un cours très long, 3 heures, parce que c'était le format qu'on m'avait donné. Je faisais un keynote comme ça. Bon, 15 minutes, je pense que vous endormirez pas. Mais 3 heures, de toute façon, au bout de 20 minutes, la tension baisse. Donc ça, c'est connu. J'avais beau faire une pause au milieu, de toute façon, ils faisaient autre chose. Ils ouvraient leur ordinateur, ils se connectaient. Puis moi, je parlais tout seul. Donc je perdais du temps à préparer. Et eux, ils perdaient leur temps parce qu'ils n'étaient pas motivés. Donc je me suis dit, on va essayer de faire autrement. Et donc, je vais vous raconter comment j'ai fait. Comme je fais des chroniques à la radio, j'avais de la matière enregistrée. Régulièrement, je fais des chroniques sur l'économie numérique, donc je fais tout un tas de sujets. Alors je vais vous prendre l'exemple d'un sujet que j'ai traité. Peut-être ça vous dit rien, ça s'appelle le Digital Labor. Le Digital Labor, c'est un terme anglais qui dit le travail digital. C'est en fait quand on cherche sur Internet de l'information, on remplit des formulaires, on laisse des données et ces données ont une valeur. Donc en fait, on effectue un travail sans le savoir, puisqu'il produit de la valeur et c'est Google et Facebook qui le récupèrent. Bon voilà, c'était un cours là-dessus, c'est un cours important en termes d'économie numérique pour bien comprendre ces mécanismes. J'avais prévu 3 heures et je me suis dit, je vais reprendre une petite chronique de 7 minutes que j'ai fait à la radio sur cette question. Et dans cette chronique, il y a tout un tas de références, il y a les concepts clés, ils vont écouter ça et ensuite, ils vont aller plus loin. Donc ils écoutent la chronique, ensuite ils se constituent en groupe
pour rechercher de l'information complémentaire. Parce qu'en 7 minutes, on peut dire beaucoup de choses et on peut ensuite aller sur justement Google et taper Digital Labor. On va tomber sur Antonio Casilli, qui est le sociologue spécialiste du Digital Labor, qui dit plein de choses dessus. Et donc, on va collecter de l'information. Et après la pause, je leur propose un débat, une controverse. C'est-à-dire que je fais 2 groupes et je désigne un camp ou un groupe qui va défendre une position et une autre position. Et la question est la suivante pour ce sujet: faut-il rémunérer le travail digital? Autrement dit, si quand vous allez sur Facebook, Twitter ou Google, vous créez de la valeur, vous pourriez légitimement dire mais moi j'aimerais bien être rémunéré puisque c'est un travail. En tout cas, Google et Facebook gagnent beaucoup d'argent grâce à votre travail tous les jours gratuit. Mais Google va vous répondre, ou Facebook: écoutez, mais moi je vous donne un outil formidable à votre disposition qui est gratuit, et c'est vrai. Donc, je ne vais pas vous rémunérer. Et de l'autre côté, vous vous dites: oui, mais attendez, moi je vous donne mes données, elles ont de la valeur, vous gagnez des milliards de dollars avec ça, donc pour avoir une rétribution, etc. Bon, il y a tout un débat qui peut se lancer à partir de cette question. Et du coup, je donne des personas, c'est-à-dire pour bien incarner la controverse. Je dis à un des groupes, voilà, il y aura un débat tout à l'heure, il faudra que ça soit le responsable de Google France qui prenne la parole et qui défende cette position. Et puis de l'autre côté, le responsable d'une association militante pour les droits des utilisateurs sur la privatisation des données, etc. Bon. Donc je les mets en situation. Ils construisent leur argumentaire. Je passe un petit peu dans les rangs pour voir où ça en est. Je leur dis: attention, là en face, vous vous dites ça, mais eux, ils vont vous dire ça. Ça va être un vrai débat, quoi. Et puis je scénarise. Donc dans la salle de cours, on bouge les tables, on met des canapés l'un en face de l'autre. Il y a un écran avec un jingle et de la musique qui prépare un peu, qui met en tension, quoi, pour se retrouver comme dans un débat. Et puis 2, on va dire, porte-parole des groupes sont désignés pour tenir ce débat. 10-15 minutes, et là ça marche super bien. Tout le monde applaudit, les gens sont ravis, et il y a un dernier groupe que j'ai nommé qui est chargé de faire plusieurs choses, de médiatiser ce débat, c'est-à-dire qu'il le filme, de l'ouvrir à l'extérieur en faisant ce qu'on appelle un live tweet, c'est-à-dire qu'en fait ils font des tweets avec les mots Digital Labor, ils écrivent à Antonio Casilli, etc., pour qu'il y ait des gens qui viennent écouter le débat. Et puis surtout, ils font un travail essentiel qui est la carte mentale de la controverse. C'est-à-dire qu'ils sont chargés de collecter tous les mots-clés, toutes les idées, les classer pour faire une espèce de carte mentale, enfin une visuelle de la controverse, pour garder une trace finalement de ce débat. Alors à l'issue de cette controverse numérique, j'ai fait un bilan. Je me suis dit, moi j'ai trouvé ça très positif, des élèves qui applaudissent et qui à la sortie disent écoutez, on n'a pas vu les 3 heures passer. Puis moi je disais moi non plus en fait. D'habitude c'est un peu long, j'ai même pu faire autre chose. Donc effectivement une motivation très forte. Et tout d'un coup, ils étaient motivés, ils n'ont pas passé des heures sur leur écran à faire autre chose. Ils ont échangé entre eux, donc travail de groupe, intelligence collective, parce qu'on doit construire des argumentaires ensemble. Et puis, ils ont appris plusieurs choses. Ils n'ont pas appris simplement un savoir-faire ou un savoir fondamental sur le Digital Labor. Ils ont appris à débattre, ils ont appris à faire des argumentaires, ils ont appris à travailler ensemble, donc ils ont appris plusieurs choses. Enfin, pour moi, c'était vraiment de l'efficacité, parce que j'ai pas eu à préparer un diaporama de 3 heures. J'ai pu avoir un échange beaucoup plus intéressant avec eux que simplement un distributeur de savoir. J'étais plutôt une sorte de coach, alors j'aime pas le mot, mais j'étais plutôt là pour positionner les choses. Et au bout de 5 controverses, moi j'ai fait une séance juste pour revenir sur les 5 cartes mentales et rajouter un petit peu des choses. Donc, je me suis situé en fait finalement plus comme un médiateur, enfin je sais pas comment trouver le bon mot. Et voilà, et donc c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Et au-delà de ce témoignage, j'ai voulu le mettre un petit peu pas en équation, mais comprendre ce qui s'était passé. C'est là que ça devient intéressant. Alors, les 3 B. C'est un truc mémotechnique pour retenir les 3 dimensions de la transformation que le numérique opère dans l'enseignement.
Je vous rassure, il n'y a pas que dans l'enseignement, vous pouvez faire la même chose pour les lieux de travail. Le numérique impacte les infrastructures physiques, les lieux, bricks, salle de cours, salle de réunion, enfin ce que vous voulez, amphi, voilà. Mais ça peut être aussi du matériel. Les infrastructures numériques, bits en anglais, les 0 et les 1, c'est-à-dire tout ce qui est logiciel, base de données, tout ce qui est numérisé. Et évidemment, dans ces infrastructures physiques et numériques, il y a des êtres humains qui ont des comportements, behavior. Et là aussi, les trois ensemble, eh ben, ça change les comportements. La preuve, nous, on a inversé, alors, là, c'est classique finalement, aujourd'hui, je pense que vous savez ce que c'est qu'une classe inversée, on a inversé la posture. Ça existe depuis longtemps, les classes inversées. Simplement, le numérique le favorise, puisque le savoir, ou en tout cas l'information, est disponible gratuitement, massivement, facilement, depuis n'importe quel terminal, quand on veut, où on veut. Donc du coup, ça repose la question, mais qu'est-ce qu'on fait en classe? Alors, si je transpose finalement cette équation avec ce que j'ai vécu, je me rends bien compte qu'effectivement, j'avais un lieu adapté, parce que j'ai pu le bouger pour faire mes 4 groupes, j'ai pu le bouger pour faire le débat, j'avais un tableau numérique, j'avais différents équipements pour faire ma controverse. J'avais une infrastructure numérique, parce qu'il y avait évidemment Internet. J'ai pu faire un live Twitch, enfin, j'avais différents logiciels, applications pour faire cette controverse. Et puis au niveau du comportement, on voit bien aussi que j'ai inversé les choses. Je suis sorti d'une posture d'enseignant à une posture, on va dire, d'animateur. Enfin, encore une fois, j'ai pas le bon mot, mais peu importe, je l'assume totalement. En tout cas, j'ai totalement changé de posture. En tout cas, pour les 5 premières, et puis la dernière, j'ai un petit peu ajusté les choses. Voilà. Donc, on voit bien que ces 3 dimensions, elles se concrétisent dans l'enseignement, et si vous les regardez bien, vous verrez que ça concerne ce que vous faites. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites tous les jours, mais vous voyez que vous ne pouvez pas faire autrement que de les prendre en compte pour justement comprendre le changement et mieux le vivre. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ces 3B, moi je les ai découverts sur la transformation des lieux de travail, pas trop l'enseignement. Et j'ai trouvé sur Internet un schéma qui ne parle pas des 3B, mais en fait, si vous regardez, c'est exactement la même chose. C'est sur la transformation de la pédagogie. Et il y a 3 piliers. Il y a la pédagogie, en fait, c'est les comportements, c'est behavior. Il y a la technologie, c'est tout ce qui est infrastructure numérique. Et il y a l'espace, c'est tout ce qui est infrastructure physique. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que les 3 sont en lien. Hein, la technologie facilite la pédagogie, qui est diversifiée par la technologie, etc., etc. Les 3 sont intrinsèquement liés. Et c'est assez drôle de voir que finalement, ce schéma que j'avais trouvé pour la transformation des lieux de travail dans un cadre d'expérience sur le coworking, je l'ai retrouvé dans l'enseignement. C'est pas moi qui l'avais formalisé. Alors si je reprends mes 3 dimensions, les infrastructures physiques, finalement, vous pouvez me dire, mais ça n'a pas beaucoup évolué, parce qu'il y a 100 ans, ça ressemblait à ça. Aujourd'hui, on est dans un amphi. Bon, il y a la forme des choses, le tableau est devenu noir, il est devenu blanc. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a ajouté grand-chose, mais voilà. On a la map monde, on a des élèves, on a un enseignant. Mais si tout le savoir est disponible quand on veut, où on veut, vous allez me dire, mais à quoi sert la salle de classe? À part dormir quand on est fatigué. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, ça sert à ce que je viens de vous décrire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est juste pour distribuer du savoir, ils vont le faire chez eux, ils vont se coucher très tard, et puis arriver en classe, ils dormiront. Par contre, si en classe, vous faites autre chose que distribuer du savoir, comme moi, j'ai essayé de le faire, alors ça sert peut-être plus intéressant, d'autant plus que peut-être vous le savez aussi, plus vous êtes actif dans le processus d'apprentissage, plus vous retenez. Plus il y a d'émotions vécues, comme dans mon débat, plus on mémorise. Si je vous demande ce que vous faisiez le 11 septembre 2001, probablement vous vous souvenez là où vous étiez. Pourquoi? Parce que vous avez vécu une émotion forte, alors que le 10 ou le 12 septembre, probablement vous n'en souvenez pas. Je ne veux pas dire qu'on va créer des émotions à chaque cours, mais si on peut vivre quelque chose. Connaissance, ça veut dire naître avec, ça veut dire qu'on... c'est un sacré truc, c'est pas simplement, tiens, j'ai une information, je repars. C'est qu'on vit des choses. Et on se souvient des enseignants,
qui nous ont marqués parce qu'on a vécu des choses avec eux. On vit une expérience, il y a une transformation. C'est pas simplement de l'information qui vient dans notre cerveau, on vit quelque chose. Donc voilà, ces lieux peuvent servir à vivre quelque chose. Et aujourd'hui, ces lieux, s'ils ne sont plus des lieux justement pour dormir sur les tables, ils sont des lieux pour faire autre chose. Et on voit l'apparition d'une multitude de lieux. Alors, Denis me présentait en disant que j'ai cofondé là, avec Jean-Pierre Berthet de l'École centrale de Lyon et Sophie Touzé, qui est là, de Vetagro, le réseau des Learning Labs. Alors les Learning Labs, je sais que le CNFPT est en train d'en monter aussi. Finalement, c'est des lieux d'apprentissage qui essayent d'intégrer justement le numérique, toutes ces nouvelles choses. Mais on voit bien qu'il y a un engouement pour ces nouveaux lieux, pas simplement parce que c'est la mode de mettre du numérique dedans, mais parce qu'il se passe cette transformation qui a 3 dimensions. Et on voit que, alors il y a le coworking qui arrive, il y a des Fab Labs où on fabrique des choses, il y a les Learning Centers qui sont finalement la suite des bibliothèques qu'on a connues, qui sont vieilles, j'allais dire, comme l'humanité. Et cette transformation, elle touche ces lieux, et au-delà des mots anglais, des effets de mode, il y a une réelle transformation des fonctions et de ce qu'on va faire dans ces lieux. Parce que si on peut apprendre en ligne, on va faire autre chose dans les lieux, parce qu'on est des êtres humains, et on a besoin de se rencontrer, on est des animaux sociaux, donc on a besoin de se voir. Tout à distance, c'est pas possible. Alors la dimension numérique, vous allez la voir dans cette slide. Là, donc, on est en 1980. C'est un bureau tel qu'on l'a connu dans les années 80, si vous aviez l'âge pour connaître les années 80. Et on voit bien que le phénomène de virtualisation, le bit des infrastructures numériques, c'est ça. C'est les infrastructures numériques qui font disparaître progressivement des outils qui étaient physiques. MapMonde, elle est devenue Google Maps. Les contacts, hop, LinkedIn, etc. Et à la fin, qu'est-ce qui reste? Moi, il reste ce que j'appelle mon bureau actuellement, que j'ai emporté avec moi, qui est juste là, dans un sac, c'est-à-dire un ordinateur et un téléphone portable. Et ça nous fait sourire, mais c'est la réalité. Mais ça veut dire que les lieux de travail, c'est plus le bureau avec la photo du chien et tout ce bazar. Bon, ça peut continuer parce qu'on en a besoin. Mais ça peut être tout simplement une multitude de lieux dans lesquels vous vous trimballez tous les jours. En tout cas, moi, c'est mon quotidien. Je peux travailler de chez moi, dans le train, chez un client, dans une gare. Tout à l'heure, je vais peut-être me poser dans un coin, relever mes mails. Je suis même sûr qu'ici, il y en a qui travaillent. Je sais bien. Donc, vous voyez bien que c'est le B de bits des infrastructures physiques, il a complètement changé le travail et donc l'enseignement aussi. Troisième B, le plus important, le fameux facteur humain, les comportements. Les comportements, ils changent. Je vous l'ai dit, moi, quand je me suis retrouvé face à 25 élèves qui sont connectés sur Facebook, puis à un moment donné, il y en a un qui dit la même chose, mais monsieur, ce que vous dites sur Wikipédia, ils disent le contraire, je me suis dit, mais à quoi je sers? À quoi je sers? Et les comportements changent, pas parce que simplement les générations changent, c'est parce que ces générations ont massivement Internet depuis leur naissance et leur comportement évolue. Donc il faut qu'on s'adapte à ça. Alors il y a 2 façons de voir les choses. Soit on se dit, c'est vraiment des abrutis, ils ont un super tableau et ils sont en train de regarder autre chose. Soit on se dit, peut-être que c'est un exercice de l'enseignant qui leur donne une réalité augmentée, c'est-à-dire de l'information complémentaire sur leur smartphone, sur le tableau qu'ils viennent de voir. On ne sait pas en fait dans ces photos ce qui va se passer. Mais moi je l'interprète de 2 façons. Soit effectivement on se dit, il y a des comportements avec une génération qui se fout de tout, etc. Moi je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes étudiants. Justement j'ai pris les devants, j'ai fait cette controverse et j'ai vu qu'ils étaient super impliqués, hyper intéressés et que, je ne vous l'ai pas dit dans le bilan, mais avant je faisais des cours magistraux et j'ai regardé l'évaluation parce que l'université m'oblige encore à faire des évaluations sur table, en faisant une disserte, quoi. Mais donc j'ai pu comparer la disserte de l'année où je faisais du magistral et la disserte quand je faisais la controverse en live. Et tous les concepts clés, ils étaient bien mieux maîtrisés quand j'ai fait la controverse, parce que c'est eux qui l'ont trouvé, que quand je faisais en magistral. En magistral, il y avait les élèves qui retenaient bien et qui recrachaient bien, qui avaient des bonnes notes, puis la majorité, les concepts clés, ils avaient rien pris. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'au bout de 20 minutes, ils faisaient autre chose, donc ils ne pouvaient pas les retenir.
Il y avait les bons élèves, entre guillemets, dans le modèle qui écoutent et qui recrachent, qui avaient à peu près la moyenne. Dans l'autre, la majorité des élèves avaient non seulement les concepts clés, mais je pense qu'ils avaient autre chose que je n'ai pas pu évaluer, ou mal évaluer, c'était savoir débattre, savoir faire un argumentaire. Voilà, dans les comportements, il y a aussi une chose qui est toute nouvelle. Et voilà, je fais référence à Martine, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très cher pour vous. C'est la première génération qui va expliquer à ses parents quelque chose d'important qui est Facebook. Donc là aussi, si vous, en tant qu'enseignant, vous ne vous mettez pas dans cette situation, ça va faire bizarre. Et c'est pas simplement je connais Facebook, clic droit, clic gauche, c'est la connaissance d'un nouveau monde. Alors pour conclure, je vous dirais, voilà, tout ça se transforme. Dans une transformation, ce qui est formidable, c'est on reste un peu le même, on devient autre chose, comme ce papillon, et qu'il ne faut pas avoir peur de cette transformation, parce que de toute façon, elle est inéluctable, que vous aimiez le numérique ou pas, que vous trouviez que ce soit un truc complètement stupide ou pas, c'est là. Les gens qui sont devant vous, plus ça va aller, plus ils seront justement natifs et plus ils auront ces réflexes-là. Et bien c'est peut-être une opportunité de se transformer avec eux, tout en gardant, j'allais dire, des choses fondamentales. Hein, dans l'enseignement, ça se transforme, mais on reste. Il y a toujours des enseignants. Beaucoup m'ont dit, oui, mais les enseignants vont disparaître, on va mettre des machines à apprendre. Non, on ne va pas mettre des machines à apprendre, on va transformer l'enseignement, on va transformer les lieux, et tout va bien se passer. Alors j'espère que ça vous a inspiré, et je vous remercie. Merci beaucoup.